Nous sommes engagés. Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, c'est Denis Martel qui est au micro. Content d'être avec vous. Cette semaine, on est en compagnie de Clément Laberge. Salut Clément, comment vas-tu? Salut Denis, ça va très bien. Et nous sommes aussi en compagnie de Benoît Tardy. Salut Ben, comment tu vas Ben? Salut, ça va très bien. Salut Ben, comment tu vas Ben? Comment tu dis? Je suis content d'être avec vous autres. Oui, cette semaine, c'est un spécial Québec, ville du rock. C'est la ville de Metallica et d'Iron Maiden. Or, Maiden, point de salut. Cette semaine, on va vous parler de la nouvelle bague. Embarque dans le bag. Non, sans blague, c'est qu'on est tous sur le même bateau qui essaye de rider la même vague. C'est la troisième vague. Le français recule toujours et quelqu'un a échappé, hein, voilà, parlant de bateau, quelqu'un a échappé son navire dans le mauvais canal. OK, donc cette semaine, avant d'entamer nos sujets, on aimerait porter à votre connaissance certains éléments, entre autres qu'on aura bientôt une entrevue avec Sol Zanetti. On va parler monarchie, chose promise, chose due. Donc, on vous avait parlé qu'on allait parler à Sol, avoir une entrevue pour aller au bout des fameux sujets sur la monarchie, à savoir pourquoi on n'est pas capable de se débarrasser de ça et pourquoi, quand on pense à s'en débarrasser, il y a toujours quelque chose qui fait que ça nous semble impossible, trop loin, trop compliqué. On espère que ça va nous aider à démêler tout ça. Ensuite, on vous invite, comme à chaque semaine, à différents éléments. Cette semaine, je vous invite à aller sur notre boutique, allez vous acheter des t-shirts, des posters, mettez-en partout. Donc, allons-y maintenant avec nos différents sujets. Évidemment, on est en compagnie de Snoopy. Je voulais vous montrer la Snoopy Cam. Et on boit toute une petite bière québécoise aujourd'hui. Cette semaine, encore une fois, avez-vous vos bières québécoises, les amis? Moi, c'est pas mal une bière belle. Une petite boréale sans alcool. Ça compte. Donc, c'est Ben là, qui nous... Ouais, je sais bien. Voilà, on va te parler quand même. Il n'y a pas des sanctions pour ça? Ça serait quoi? Quel genre de sanctions tu imagines? On va y penser. À la fin, il fera peut-être chanter le jingle de la fin. Oh, ça pourrait... je retiens la proposition, j'aime ça. Je trouve ça bon. Ça on verra si les auditeurs vont aimer ça, par contre. Vous irez vous prononcer sur notre groupe ou sur notre page Facebook. Ceux qui auront aimé la cappella de Benoît, vous serez entendus. On verra si on répète l'expérience par la suite. Donc, sur la scène nationale et sur la scène municipale, il semblerait qu'on a des sujets municipaux. Je sais pas, c'est peut-être... J'ai hâte de voir. Je vais un peu sans filet aujourd'hui, d'ailleurs, je voulais le dire à tout le monde. J'ai pas encore vraiment pris connaissance d'absolument toutes les notes. Par contre, vous connaissez le concept. On a plusieurs sujets d'actualité. Je fais une liste des différents sujets qui ont retenu l'attention de notre recherchiste cette semaine, qui était Louis-Philippe. Et suite à ça, nos invités choisissent un sujet et on débat un peu sur ces différents aspects-là. Donc, cette semaine, évidemment, on est dans la troisième vague. Hein? On est en pleine pandémie. On pensait qu'on s'en était sorti un peu. Ben non, c'est reparti de plus belle. Et les mêmes questions de variants. D'ailleurs, on nous demandait dernièrement comment vont tes variants. On va pouvoir tester tout ça. Et selon une étude CROP, les Québécois appuient de moins en moins les mesures sanitaires. En tout cas, pour l'instant, ils les appuient moins qu'au début. Donc, est-ce qu'on doit s'en inquiéter? François Legault trouve que sa page Facebook est trop toxique et il va maintenant la faire modérer. Je pense que c'est un excellent move. On pourra en parler. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. On pourra en parler tantôt. Maintenant, d'en faire une annonce, je pense aussi que c'est astucieux. Ensuite de ça, Denis Coderre annonce officiellement, oui, on a des sujets municipaux, mesdames et messieurs. Denis Coderre, oui, Ben, tu t'y attendais pas, hein? Quelle surprise! Complètement champ gauche. Écoute, quelle surprise! On lit l'étonnement là, sur vos visages, les gars. Denis Coderre annonce officiellement qu'il se présentera à Montréal.
Mais tu sais, ben voilà, ce qui se passe dans le haut du fleuve, ça ne nous intéresse pas vraiment, nous, parce qu'on est des gars de Québec. Cela dit, j'ai quand même, j'ai eu une petite discussion informelle sur Messenger avec Ronnie aujourd'hui, puis on est peut-être en train de se tricoter une entrevue avec Denis Coderre pour les engagés publics, étant donné qu'il est en pleine campagne comme ça, mais peut-être que il y aura de l'intérêt pour venir nous parler. Là, je suis en train de voir que je débordais, fait que je vais faire une correction directement dans OBS. Live, mesdames et messieurs. Vous serez les premiers à l'avoir vu. Ensuite de ça, une page de dénonciation dit son nom, fait appel pour garder l'anonymat. On a vu qu'il y avait eu en cours là, quelques développements de ce côté-là. Ensuite de ça, on se demande quelles œuvres doivent être enseignées à l'école. C'est une question ici de musique. Hein? Il y a une université qui... Non, ça c'est les jeunes caquistes qui veulent avoir une liste de lecture la liste des livres, par défaut. Classiques québécois obligatoires. Oui, c'est particulier. Est-ce que ça cadre dans une optique de liberté académique, ce type d'orientation-là? On pourra en reparler. On verra. Benoît semble penser que oui. Ouais. Nouveau Info lance sa nouvelle émission d'information locale, Le Fil, qui promet de traiter l'information de façon différente. Moi, j'ai regardé celle de Québec un petit peu, puis je peux vous dire que ce qu'il y a de différent, c'est que c'est très, très mal produit. Oh, ça, c'est... Je viens de me mettre on the spot. 2 nouvelles études confirment le recul du français au Québec. Donc, Clément, qu'est-ce que tu penses de la proposition des jeunes caquistes de définir une liste de classiques de la littérature québécoise dont la lecture serait obligatoire à l'école? C'est vraiment une question qui m'est venue tout naturellement. Donc, on t'écoute. On t'écoute, Clément. Ben, en fait, moi, je dire d'abord que je suis ravi qu'on parle de lecture à l'école, de l'importance de la lecture, de donner le goût de la lecture. Tous les moyens sont bons, on le fait pas assez. Ça se passe pas juste à l'école, ça se passe dans les familles, évidemment, dans l'espace public. Rappelons que le premier ministre fait aussi sa part là-dessus depuis qu'il est là en partageant toutes sortes de lectures. Donc, il faut multiplier ces exemples-là. Certainement qu'on peut encourager la lecture de classiques de la littérature québécoise, puis il faudrait aussi actualiser probablement notre conception de ce que sont les classiques. Il n'y a pas que Maria Chapdelaine, Gabriel Roy et quelques autres. Il y a d'autres livres plus récents qui le sont. Puis c'est d'ailleurs toute la difficulté de la proposition des jeunes de la CAQ de définir cette liste-là. Moi, je pense que l'existence d'une liste de suggestions, de listes accompagnées d'activités, d'exemples, d'occasions dans l'année où le premier ministre dit qu'il va lire quelque chose, que des personnes qui sont inspirantes pour les jeunes du primaire, du secondaire partagent le fait qu'ils lisent, c'est positif. Est-ce qu'on a besoin d'une liste obligatoire? Je suis moins sûr. Moi, je suis pas trop porté sur la contrainte, puis je pense que c'est parfois contradictoire avec le fait de développer le goût de la lecture, mais c'est pas parce que je vois pas d'intérêt que ça mérite pas qu'on en parle. Moi, je pense que les jeunes de la CAQ ont eu le mérite de remettre ce sujet-là à l'ordre du jour. Prenons le temps d'en parler avant de condamner l'initiative. Benoît, est-ce que tu vois ça plus comme une liste de propositions ou de suggestions, ou tu vois ça comme une liste, tu verrais ça plus comme une liste obligatoire? Ben, je pense qu'il y a 2 façons d'aborder ça. Tu sais, tu peux avoir une liste de 100 titres, puis là, tu te dis, OK, ça en prend X là-dedans, 10, 15, il faut que vous en ayez lu 10, 15 là-dedans, ou tu te fais une liste vraiment plus courte, puis tu te dis, OK, ceux-là, faut que ce soit. Ceux-là, il faut les lire. Là, après, on pourrait parler. Tu sais, Maria Chapdelaine, c'est-tu la littérature québécoise? Oui, bon, c'est un français, là. Tu sais, je veux dire, c'est où que tu tranches, tu sais, ça me semble un peu difficile à établir la liste. C'est un peu comme ça va être ça le plus gros problème de ce projet-là, mais pour le reste, je suis assez d'accord avec Clément, là, que n'importe quoi qui va faire que les gens vont lire plus, là. Bravo, moi j'applaudis ça avec toutes mes mains. Faudrait demander aux gens qui ont fait la liste des produits québécois pour la boîte, pour pour le panier bleu, qui nous fasse notre liste de livres québécois. Donc, si ça... Puis l'autre point là-dessus, c'est que faudrait pas non plus, puis là, je dis pas que c'était ça le sens, puis plusieurs ont déformé, je pense, la proposition
des gens de la CAQ là-dessus. L'idée, c'est pas de restreindre les lectures à des classiques québécois. Il faudrait aussi garder à l'esprit que la littérature est une façon de s'ouvrir sur le monde, de découvrir des réalités d'ailleurs, puis que c'est une façon de s'ouvrir au monde, pas juste de se pencher sur notre histoire puis sur notre réalité contemporaine. Fait que ça, j'espère qu'on va garder ce truc-là. Moi, il y a un texte qui a été publié sur le sujet dans Le Devoir, j'ai trouvé remarquable là-dessus, qui fait à la fois les pour et les contre de la proposition d'un point de vue pédagogique, mais qui surtout souligne que les réactions très polarisées qu'on a eues, qu'on a entendues, puis qui ont été dans les courriers d'opinion, c'est pas tellement, comme certains ont voulu le faire croire, une bataille entre la gauche et la droite. C'est souvent des batailles très dures entre personnes de gauche qui sont sur des idées très arrêtées de ce qui est de la littérature qui devrait être enseignée à l'école. Fait que, ouvrons-nous tous l'esprit un peu, prenons le temps d'en discuter. Pas mal sûr qu'on va trouver à utiliser cette proposition-là pour faire avancer la cause de la lecture, point. Donc, la question ne serait pas tant d'avoir une liste imposée ou d'une liste obligatoire, mais plutôt d'avoir un minimum de lecture qui puise dans le répertoire québécois. Et de donner l'exemple. C'est déjà de même. Il y en a qui disent que c'est déjà de même. C'est ça. Mais de donner l'exemple. Moi, je pense que ce qui manque le plus, c'est que la lecture, faut faire clair dans l'espace public toujours que la lecture, c'est pas quelque chose que tu fais juste quand tu es obligé à l'école. OK, donc on va faire un exercice. Benoît, qu'est-ce que tu lis actuellement? Là, je lis Alec Castonguay, mais je lis Kim Thuy aussi. Mais je lis pas assez de romans à mon goût, quoique j'en lis beaucoup plus depuis Noël, on va dire. Est-ce que M. Castonguay encense la gestion de crise de la CAQ dans son livre? Il n'est pas très sévère, on va dire, mais non, je dirais pas qu'il encense. Clément, qu'est-ce que tu lis actuellement? Écoute, moi, je suis en train de lire un classique que j'avais pas lu parce que dans tous ces débats-là, j'ai réalisé qu'il y avait des classiques que j'avais pas lus puis qui me tentaient. Puis là, je suis dans un livre audio de Gabriel Roy, La petite poule d'eau, que je lis en marchant tôt le matin. Puis, très agréablement surpris. J'aime beaucoup. Je vous raconterai la fin la prochaine fois qu'on se voit. Bon, moi, personne ne s'intéresse à ce que je lis. Je vais vous le dire quand même. Je suis en train de lire le feuillet paroissial. Le feuillet paroissial. Je suis en train de lire les instructions de ma Roadcaster, puis finalement, je regarde ça, puis j'appelle ça les opinions du fabricant. Donc, maintenant, allons-y. Ça nous intéressait moyennement. Benoît, c'est fini, Clément, je parle plus. C'est rendu, j'ai le goût de savoir, Benoît, de ton côté, c'est-tu normal que le premier ministre ait autant de misère avec les commentaires sur sa page Facebook, selon toi? Moi, je pense que ce qui n'est pas normal, c'est qu'il ait pris tant de temps avant d'en parler. Parce que c'est sûr qu'il y a des problèmes avec sa page Facebook, comme plein d'autres. Tu en parleras à Pascal Bérubé, de sa page Facebook. Je veux dire, tu sais, là, n'importe qui, nomme-les. Je suis pas mal certain que Manon Massé aurait plein d'affaires à dire sur sa page Facebook aussi. Donc, Catherine Fournier a des problèmes sur sa page Facebook, puis elle en parle depuis longtemps. Ben, c'est ça. Je veux dire, c'est pas unique à M. Legault. Là. Je pense pas que... Tu sais, qu'il y a un modérateur. Écoute, le danger de ça, c'est tout le temps qu'il enlève tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais en même temps, moi, je pense qu'il y a des choses qui... Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois constructif. Là. Tu peux chialer un peu, là, mais juste traiter le monde de cave, à un moment donné, ça ne marche pas. Oui, tu parles pour les contributeurs. Clément, est-ce que ça a été long avant qu'on se dote? Ben oui, ça a été trop long. Mais moi, là-dessus, encore une fois, je ne fais pas le reproche à François Legault. Moi, je trouve qu'on a été globalement... Puis les personnalités publiques élues, peut-être encore plus, à certaines exceptions, très, comment je dirais... Laxiste? Oui, laxiste et paresseux jusqu'à un certain point d'affronter le besoin de modérer ces espaces-là. Tu sais, un compte Twitter, là, tu as des outils pour modérer ça, puis foutre dehors, puis de bloquer les gens qui sont pas constructifs, puis qui sont des abuseurs de l'espace public. Puis un espace Facebook aussi. Puis de peur de se faire reprocher de barrer du monde, on a préféré laisser aller. C'est vrai pour plein de journalistes aussi qui aujourd'hui se plaignent qu'ils ont perdu, tu sais, qu'il n'est pas possible de débattre. Oui, mais c'est parce que ça fait 3 ans que vous faites rien, 3 ans, 10 ans, que dis-je, 10 ans que vous faites rien, puis que vous laissez s'accumuler les trolls dans vos espaces. Il ne faut pas s'étonner qu'il en ait pris le contrôle. Fait que moi,
Bravo, faisons-le vigoureusement. Puis je pense pas que ça va suffire. Je pense qu'il va falloir aussi encadrer ces espaces-là. Je pense que le mal est... des règles du jeu. Le mal est fait du côté des médias sociaux. On dirait que toute cette haine-là et ce laxisme-là, regardons-le du sens qu'on veut, là, a un peu détruit le plaisir qu'on avait à collaborer puis à partager. Mais c'est de la job, tu sais, pour ceux oui, c'est de la job. Ça a toujours été... Dans les babilleurs électroniques il y a 15 ans, là, être modérateur d'un forum, là, c'était de la job. Puis il y avait 100 fois moins de monde qu'aujourd'hui. Je vais profiter qu'on est à Québec pour dire que celui qui devait avoir à modérer mes commentaires sur Synapse à l'époque devait trouver le temps long en tabarnouche. C'était peut-être moi. C'est quoi mais c'est quoi la solution? C'est quoi que on pourrait résumer ça en disant à l'époque où les arguments pouvaient se régler à coups de poing sur la gueule, là, on faisait plus attention, me semble. Ah, mais là, tu es en train d'amener l'argument de ceux qui disent que quand on a une arme visible à la ceinture, les gens sont beaucoup plus polis. C'est pas juste ça. C'est pas ça que je veux dire. Vous comprenez. C'était pas loin, je m'excuse. En image tout le temps. Non, mais c'est quand tu as un humain en avant de toi, là, l'humain que tu as en avant de toi, il réagit de manière humaine. Fait que là, tu sais, c'est pas un écran ou un paquet de mots sur un écran ou, tu sais, c'est pas ça. Là. D'ailleurs, Louis T, je voyais Louis T, je voyais Louis T cette semaine qui en parlait justement de ça, puis qui disait que la plupart des commentaires haineux qu'il reçoit de gens qui ont vu par la suite, il se rendait compte que ces gens-là, finalement, fondaient en excuses et étaient tout à fait charmants en personne. Donc, ça rejoint un peu ce que tu es en train de nous dire, Ben. Excuse-moi, Clément, je t'ai coupé. Je voulais pas avoir l'air... Non, mais il n'y a pas de... manquer de civisme à travers tout ça. L'autre affaire, c'est on a-tu besoin d'espace de commentaires et de discussions à la suite de tout ce qu'on dit? C'est-tu nécessaire? Tu sais, un journal, là, sont-ils obligés d'avoir des zones de commentaires en dessous de tous les articles? On peut-tu limiter le nombre d'espaces, puis en tenir, puis les animer sur le sens du monde, puis les contrôler un peu mieux? Moi, j'aimerais ça que ce soit le cas, puis je pense qu'il y a des... Sur Twitter, c'est pareil. On n'est pas obligé que tout devienne toujours un sujet de discussion. Je pense que là, il y a eu, comme tu le soulignais tantôt, un gros manque de conscientisation sur le fait que tout ça méritait et demandait à être géré. On a toujours vu un peu les médias sociaux du coin de l'œil comme quelque chose qui est périphérique, qu'on pensait pouvoir donner à la gestion d'une personne qui avait du temps supposément au sein d'une organisation, alors qu'en réalité, on sait très bien que si tu ne prends pas les choses au sérieux, ben cette gestion-là, cette modération-là, qui en réalité demande beaucoup de temps, ne sera pas opérée avec le sérieux qu'elle demande. Puis là, aujourd'hui, on dirait que l'élastique a pété, ça nous frappe dans le visage, tout le monde le voit, puis j'ai l'impression qu'il est un peu tard. Moi, je trouve qu'il est tard. Dans la réaction de l'équipe, je pense que c'est la même que tu l'as amené aussi, Clément, tantôt, de l'équipe du premier ministre. Franchement, ils ont laissé les choses se détériorer trop longtemps. C'est un peu n'importe quoi, tout ce qu'on voyait. Ils n'ont peut-être pas pris ça suffisamment au sérieux. Maintenant, d'avoir profité de l'occasion pour communiquer là-dessus, je ne sais pas si vous avez vu, en fait, je pense que oui, Clément, c'est toi qui me faisais remarquer le nombre de likes et de commentaires, de partages qu'il y a eu sur cette publication-là en particulier. Ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à partager ce genre de préoccupations-là actuellement. En tout cas, moi, je pense que ça, c'est pour une part. Puis je pense qu'il faut continuer aussi d'exiger des réseaux sociaux de développer des nouveaux outils mieux adaptés pour ça. Il y a des efforts qui se font actuellement. Moi, j'ai quitté Facebook il y a 3 ans, fait que je les vois moins, puis j'ai jamais regretté. Sur Twitter, je suis toujours là, puis je vois que les outils s'améliorent un peu pour sélectionner qui peut commenter ce qu'on publie. Tu as toutes sortes de moyens qui apparaissent, mais il faut les rendre infiniment plus faciles pour que chacun puisse gérer son espace à sa convenance. À ce moment-là, je vais vous poser une question. Est-ce que c'est une responsabilité personnelle, la gestion de nos comptes? Est-ce que chacun on a la responsabilité de nos comptes ou est-ce que c'est une responsabilité du média, de la plateforme, de s'assurer qu'il n'y ait pas trop de Moi, je dis responsabilité partagée. Ouais. Ultimement, c'est la nôtre à partir du moment où on nous offre les outils pour le faire. Voilà.
Puis, Ben, tu sais, c'est ça. Faut que tu restes maître de tes affaires. Ben oui, puis il y a des outils de babillard électronique il y a 15 ans qui ont été abandonnés très vite parce que les modérateurs n'avaient pas les outils qu'il fallait pour faire comme il faut. Puis là, on est passé sur Twitter, Facebook, puis on avait 0 outils. Fait que ça a dégénéré. Donner des outils au monde, puis après ça, ben, ça sera à chacun de les utiliser intelligemment. Ben, avais-tu un truc à ajouter là-dessus? Non, je pense que ça va. On va parler du français maintenant, la situation du français au Québec. On a vu qu'il y a des données là, qui nous disent que d'ici 2035, les pourcentages de familles qui allaient utiliser le français à la maison, c'est comme ça qu'on le mesure, allait avoir baissé. On dit qu'en ce moment, c'est 85% qu'on allait être rendu à 75% de familles qui parlent français à la maison en 2035. Comment tu vois la chose, Ben? Bien, ces études-là sont essentielles, mais il faudrait lire les études au complet parce que là, ce qu'on voit dans les journaux, là, c'est juste faire crier tout le monde, finalement. Tu sais, parce que ils nous présentent la baisse du français parlé à la maison comme un vrai drame épouvantable, alors que c'est pas ça l'enjeu, là. Tu sais, c'est la langue que tu parles à la maison, là, tu parleras la langue que tu veux, là. Moi, chez nous, ici, c'est pas mal l'espagnol qui se parle à la maison. Je pense pas qu'on est moins québécois chez nous. Tu sais, je veux dire, c'est pas ça, là. Tu sais, c'est pas là. C'est la langue au travail, c'est important. La langue d'usage, c'est important. Puis la seule stat que je trouve un peu, on va dire, préoccupante là-dedans, c'est que le nombre de ménages anglophones va augmenter. Fait que ça veut dire qu'il y a des immigrants qui se tournent vers l'anglais. Ça, c'est plat. Ça, je veux dire, on peut pas, c'est pas de leur faute, on peut pas leur en vouloir, consolider, mais ils devraient quand même ça devrait quand même être en français. Parce que, tu sais, ma question, c'est tout le temps, parce que moi, j'en ai plein d'immigrants dans mon entourage, là, puis tous les enfants sont des Québécois. C'est des francophones, et puis à Québec, la plupart, là, mais, tu sais, après ça, ce que ça veut dire, c'est quand la deuxième génération de Latinos rencontre la deuxième génération de n'importe quel autre, ils se parlent en anglais. Mm-hmm. Ça, c'est préoccupant. Mm-hmm. À part de ça, là, la langue que tu parles à la maison, tu parleras bien la langue que tu veux. Là. Je veux dire, voyons. Clément, ça te préoccupe? Ben, écoute, oui, ça me préoccupe. Puis en même temps, je comprends que c'est difficile d'avoir un débat comme ça à la grandeur du Québec parce que la réalité est tellement différente entre Montréal, certains secteurs de Montréal, puis Québec, puis Saguenay, puis Rimouski. Puis tu sais, juste moi, là, ça fait 1 an que je parle à Montréal, c'est sûr que j'ai pas la même sensibilité que j'avais quand j'y allais toutes les semaines. Je suis assez d'accord avec Benoît qu'on aurait besoin là, d'un débat serein, organisé un petit peu, pas juste des manchettes avec 2 chiffres sortis de... Les chiffres qui font le plus peur. Le Devoir commence un travail intéressant cette semaine avec une série d'articles, 4-5 articles sur des points de vue différents sur la question de la langue toute la semaine. Là, je commence à trouver qu'il y a de la variété de points de vue. Mais tu sais, on le sait là, que c'est le prochain sujet à l'ordre du jour de la CAQ, puis que ça va être musclé. Moi, pour le moment, j'ai pas le goût de partir en peur tout de suite. J'aimerais ça voir dans quelles conditions ce débat-là va être mis sur la table, puis comment on va s'organiser pour mener ce débat-là sereinement. Là. Pour l'instant, je suis à l'écoute, je te dirais. OK, merci. Je pense que c'est avec ça qu'on va clore notre bloc sur le volet Québec. On va maintenant passer à notre bloc sur le Canada. Donc, au Canada, qu'est-ce qui se passe au Canada, terre de nos aïeux? Allez, wow, attends un peu. Oui, c'est ça. Je suis en train d'essayer de me retrouver dans mes différentes notes. J'en profite pour remercier encore une fois notre recherchiste qui travaille directement au bureau d'enquête des engagés publics dans notre grande tour, là, en haut complètement, dans l'aile gauche. Dans ce cas-là. Je ne voudrais pas dire l'aile droite de peur de le mettre dans une mauvaise situation. Dans l'aile P. Oui. Oh! Oh, c'était-tu beau, ça?
Oh, bravo. Donc, voilà, dans l'LP, ces notes tirées directement de notre rédacteur dans l'LP. OK. Donc, un sénateur veut un projet de loi pour que Julie Payette n'ait pas de pension à vie. C'est drôle, moi, quand j'ai vu ça, j'ai comme été d'accord. Ensuite de ça, un navire bloque le canal de Suez. Ah, c'est ça, ce n'est pas que du Canada. Donc, on parle aussi à l'international, ce qui a bien de l'allure. Hein? On aurait pu appeler ça international, incluant le Canada. Parce que c'est un pays à l'international. Un navire bloque le canal de Suez. Les processus ou les répercussions, excusez-moi, se font ressentir jusqu'ici. Ensuite de ça, des milliers de manifestants en Turquie se manifestent en opposition à la décision de la Turquie de se retirer d'un traité contre la violence faite aux femmes. Et ensuite, devant la possibilité de syndicalisation, Amazon se bat contre les travailleurs. Fait que, Benoît, le problème avec la pension de Payette, c'est de donner une pension à une démissionnaire ou c'est de donner une pension à la représentation de la reine dans sa colonie? Je pense que le problème, c'est de donner une pension à quelqu'un qui a été démissionné. Là. Elle n'a pas juste démissionné, là. Elle s'est faite démissionner. Tu sais, elle n'a pas démissionné, elle s'est faite mettre dehors. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Là, tu vas me signer une lettre de démission. » C'est le même que ça s'est terminé. Là. Donc, est-ce qu'elle devrait avoir sa pension? Écoute, tu sais, il faudrait... Moi, dans cette histoire-là, moi, je ne suis pas très canadien ou monarchique, là, évidemment, mais est-ce qu'elle a juste été pas fine? Tu sais, là, moi, j'en ai un peu contre ça. Là. Tu sais, oui, des fois, là, tu dis des affaires, ça sort plus raide que tu voudrais. Puis, tu sais, c'est tout ça. Là. C'est quoi un climat toxique? T'amènes un troisième point, là, à ce moment-là. Ouais, est-ce qu'elle ne mérite pas sa pension parce qu'elle a été mise dehors? Est-ce qu'elle ne mérite pas sa pension parce qu'on n'a pas d'affaire à donner des pensions à la monarchie? Ou elle ne mérite pas sa pension parce qu'elle n'a pas été fine? Moi, j'aime ça. Non, mais j'aime ton point. Tu nous amènes une troisième dimension. Comment tu dis? Moi, je pense qu'elle ne mérite pas sa pension parce qu'elle a été mise dehors. Mais après ça, écoute, on peut bien jaser. Là. Après ça, oui, c'est sûr que... Jason, Clément? Pas fine? Monarchique? Monarchiste? Ou démissionnaire? Moi, je pense que les démissionnaires méritent aucun égard. Des démissionnaires. On le salue. Comment? Ouais, j'ai oublié son nom, Colin. Peux-tu nous le rappeler, Ben, s'il te plaît? Paul! Je ne me rappelle pas non plus. Ben, Paul? Oui, c'est ça. Oui, Paul Crête. Paul Crête. On salue Paul Crête s'il nous écoute. Salut, Paul. Je m'excuse encore pour ma démission en plein milieu d'une élection. OK, Clément. Donc, est-ce qu'elle ne mérite pas sa subvention, sa pension à cause que c'est pas fine parce qu'elle est démissionnaire ou parce qu'elle est monarchiste? Ben, écoute, moi, je m'intéresse tellement pas à monarchie que j'ai assez peu lu sur le sujet. Par contre, ce que je comprends, c'est que Julie Payette a été gouverneure générale. Avant ça, elle a été à l'emploi de la fonction publique fédérale. Avant ça, elle a été astronaute. On parle de quelle pension, là? Il s'additionne-tu ces pensions-là? C'est quoi la situation? Tu sais, j'ai pas eu le temps de le creuser, mais moi, ces postes honorifiques-là, je veux dire, c'est quoi, là? Pourquoi on paye en double puis en triple, là? Je veux dire, non. C'est clair que ça ne devrait pas exister, ce poste-là. Mais une fois que tu l'as occupé, ce poste-là, puis que les autres ont eu des pensions avant toi, ben peut-être que toi, tu l'as aussi, là, dans la mesure où tout se passe selon les règles normales. Là. Délégué du Québec à New York. Ça ressemble à ça aussi, pas mal. C'est une bataille symbolique intéressante, là, se défaire de la gouverneure générale, mais dans l'ordre de grandeur des priorités, pour moi, c'est quand même assez bas. Là, c'est des sommes qu'on jette aux poubelles, d'accord, mais c'est quand même pas non plus des fortunes devant les défis qu'on a à relever pour amener de l'eau dans le nord, puis pour s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut dans les écoles, puis dans les hôpitaux, puis dans les CHSLD. Fait que c'est ça. Moi, j'arrêterais tout ça. Elle se ramasserait pas de pension. Elle serait pas dans la misère. Puis, je ferais pas de bouton pour ça non plus. Mais je vais-tu aller manifester dans la rue demain pour ça? Pas non plus. Mais c'est parce que si ça reste comme ça, on s'en occupera jamais.
sais, si c'est jamais la priorité, si c'est toujours... Il y aura toujours quelque chose de plus important que ça. La moindre personne qui a faim, la moindre personne qui a mal va faire que... Puis qui est laissé pour compte, va faire que c'est jamais la priorité de s'occuper de Julie Payette ou de la monarchie au Canada, tu sais, ou au Québec. Ouais, mais moi, je vois pas ça de même. Je pense que l'avantage et l'inconvénient des batailles symboliques, là, c'est que si tu les abordes pas au bon moment, là, que le contexte n'est pas bon, tu vas gaspiller des énergies incroyables pour les faire bouger. Ce genre de bataille-là, je pense qu'il faut plutôt que tu les prennes au moment où il y a une fenêtre qui s'ouvre parce qu'il y a un contexte, il y a une occasion, puis là, tu passes puis tu règles ça. Les conditions gagnantes? Oui, on va dire ça de même. Puisque ça te fait plaisir. Ça, dans les phrases brûlées, ça l'est pas pire. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, là, quand même qu'on se mobiliserait là, pour mettre fin à la monarchie, là, aujourd'hui, là. Mais c'est ça qui est triste. On a besoin de se mobiliser pour ça. Moi, c'est ça qui me dépasse complètement. S'il n'y a pas de mobilisation, il n'y a personne de sensé qui va mettre ça à l'ordre du jour à un moment donné pour qu'on le règle. Oui, mais c'est parce que les gens sensés du reste du Canada, eux autres, sont bien cool avec ça, la monarchie. Là. Pas tous, là, évidemment, mais tu sais, là, ça passe beaucoup mieux dans le reste du Canada, la monarchie. Ils sont super contents de ça. Là. Mais... OK. Et dans ce cas-là, parlez-moi donc de ce que l'impact du blocage d'un bateau dans le canal de Suez a eu jusqu'ici doit nous apprendre. Clément, la mondialisation... en fait, c'est une manque d'autonomie pour ce qui est de la fourniture de nos produits essentiels. Est-ce que c'est un problème? Tu sais, moi j'ai trouvé ça très amusant. Aussi, ça a donné lieu à une campagne de mimes absolument fabuleuse. Ah oui, mais d'ailleurs, du point de vue de la créativité des caricaturistes puis des mèmes, ça s'est arrêté bien trop vite. Là. Ça, c'est clair. Ils l'ont débloqué trop vite. Ça devenait intéressant. Mais blague à part, j'ai trouvé fascinant de réaliser qu'il y a un pourcentage invraisemblable du commerce mondial qui passe dans un canal qui a 300 mètres de large à sens unique, puis que tu le bloques pendant une semaine, puis il y a 500 bateaux qui attendent de pouvoir passer. T'as vu les images satellites? C'est fou. Puis là, ça fait réaliser à quel point le commerce mondial est une construction fragile. Tu sais, je veux dire, ici, on est inquiet à Québec parce qu'on a juste 2 liens pour traverser. Hey, ils ont juste un chemin pour traverser eux autres. Peut-être même qu'il faudrait penser faire un 2e canal avant de faire un 3e lien. Mais vous souvenez-vous de l'époque où il y avait eu des courses à la chefferie avec... avec Pierre-Carl Pelado, il était devenu chef du PQ. Je pense que vous vous souvenez de cette époque-là. Vous souvenez-vous? Vaguement. Vous souvenez-vous ce que Pierre-Carl disait sur les ponts? Il disait, ils nous font payer pour passer sur nos ponts, puis on collecte rien pour qu'ils passent en dessous. Ça m'a fait penser à ça, moi, de repenser à tout l'argent et à l'importance que revêt un canal comme le canal de Suez. Je me suis dit, oh wow, quelle belle ressource pour le Québec que le fleuve, que la voie navigable du Saint-Laurent. Sont où nos revenus reliés à pour amener les bateaux jusqu'au port de Toronto? Oh, il y en a qui vont dire dans la péréquation. Ouais. Suez, on passe pas gratuit, puis le canal de Panama non plus. C'est quoi, c'est 36 000 genre? C'est des... Ben, tu sais, facile. C'est les bateaux là, qui étaient pris là, derrière le Ever Given, là, ils étaient à réfléchir à faire le tour de l'Afrique pour se rendre en Europe. 9 jours de navigation, 24 heures sur 24, le moteur dans le piton. Fait que c'est ça que ça vaut passer par le canal de Suez. Yeah. Voilà. Fait que probablement que... Vas-y. Ah, mais c'est la taille du bateau, moi, qui m'a impressionné. Hein? On les voit les uns à côté des autres, puis on s'en rend pas trop compte. Là, mais quand on les a vus à côté de la grue, là, à côté de la pelle mécanique, je te dis que... J'ai fait une petite recherche hier soir. Le nombre de conteneurs là-dessus, avez-vous une idée? Non, vas-y donc. 28 000. Sur un seul bateau? Sur le Ever Given, il y avait 28 000 conteneurs. Wow. Imagine s'il avait fallu qu'ils s'enlèvent. J'essayais de les imaginer en train d'essayer d'enlever ça. Je me disais, quoi, ils enlèvent ça en plein milieu de même. Avez-vous vu le même avec la pyramide? Oui. Non, je l'ai pas vu. C'était quoi? C'était une pyramide de conteneurs? De conteneurs. Oui.
OK. Ben écoute, Benoît, toi, avais-tu un truc à ajouter sur cet incident maritime? On peut appeler ça un incident maritime quand ça se passe dans un couloir d'eau qui a 1 centimètre chaque bord du bateau? Mais là, c'est quoi qui est arrivé? Il est venu un coup de vent, c'est ça? Hey, Chris, non, si c'était un coup de vent, je peux pas croire que le coup de vent peut provoquer ça. Trouvé dans cette certainement une erreur de manipulation, là, je vois pas autre chose. Ça a l'air qu'il prenait ses SMS. C'est ça, il est en train de regarder ses messages. C'est ça. Il était sur Tinder. OK, donc, on va revenir maintenant sur le budget, puis c'est écrit si ça vous tente. Fait que je vous pose même pas la question, on va revenir sur le budget. OK, les amis, on va revenir un peu plus en détail. Ah, non, regardez ce qu'on va faire à la place. OK, maintenant on parle du budget. On va revenir un peu plus en détail sur le budget parce que ça a passé vite cette semaine. OK, on parle d'un déficit de 17 milliards de dollars, équilibre budgétaire dans 7 ans. Des investissements en santé, en éducation et en infrastructure ont été annoncés et la dette à 45% du produit intérieur brut semblerait sous contrôle. Clément, qu'est-ce que tu as de bon à nous dire sur le sujet? Ben, écoute, moi, je ne sais pas juger un budget comme ça. On est dans un contexte tellement inhabituel que, je veux dire, c'est-tu beaucoup, la dette, c'est-tu pas beaucoup? Tu sais, il faudrait regarder, imaginer, faire des scénarios sur la suite. Extrêmement difficile de juger. Tu sais, il y aurait toujours des choses à redire sur il manque un peu d'argent ici, beaucoup d'argent là, etc. Toujours à redire. Oui, ben oui, ça, c'est la spécialité de Benoît. Mais globalement, là, tu sais, je suis pas capable d'avoir une idée claire de ce que ça donne. Moi, si j'avais un reproche à faire, ça serait de dire que je regarde ça puis je vois pas d'orientation générale que le gouvernement veut donner à la reprise. Tu sais, je vois pas comment... Ouais. Aurais-tu aimé, par exemple... profit de ce contexte-là. Tu sais, moi, je pense qu'il va falloir, à un moment donné, arriver à se dire... il y a une opportunité dans le contexte actuel. On va la saisir pour faire ceci. Puis là, on n'a pas de réponse à ça. Tu nous diriges vers des investissements, par exemple, des investissements verts. Donc, ça aurait pu être une occasion de ramener, de favoriser un retour à travers des investissements dans un contexte d'investissement vert. C'est ça? Ben, moi, je pense que ça, c'est le plus évident. Là. Puis là, je vois pas le 100 millions mis avec le fédéral dans les batteries chez Industrie de Lyon. Pour les moteurs électriques, c'est bien, mais c'est pas l'ampleur. Non, c'est ça, c'est pas une stratégie, ça, là. C'est pas une stratégie, c'est un geste ponctuel. Fait qu'on voit pas ça. Je pense que moi, je serais allé à fond de train sur changement climatique, électrification des transports, sérieusement. Mais tu sais, ça aurait aussi pu être dans d'autres choses. Ça aurait pu être dans la transformation de notre système de santé qui en a bavé tellement. Ça aurait pu être dans les écoles qu'on a vu qui s'en sont tirées tant bien que mal. Mais bref, dans l'urbanisation différente, on n'a pas encore vu, ce gouvernement-là n'a pas encore vu l'opportunité qui est là, ou en tout cas, ne l'a pas concrétisé. Avez-vous vu cette semaine, il y avait une étude, je ne sais pas exactement d'où ça venait, là, sur justement le fait que les jeunes au Québec croient au transport en commun, mais ne l'apprécient pas parce que mal organisé, parce qu'ils sont mal desservis. Autrement dit, ils croient dans une optique verte, mais ils n'y croient pas dans l'optique de la prestation qu'ils reçoivent actuellement. J'ai vu, la même semaine que j'ai lu ça, j'ai vu une série télé, ou je sais pas comment on peut dire ça, là, une série à TV5 qui parle justement du transport par train au Japon. Tu sais, puis écoute, man, c'est le Moyen-Âge. On est au Moyen-Âge. Mais tu sais, rappelle-toi, Denis, quand on attendait sur le quai le matin dans la neige, la locomotive industrielle de Via qui arrive. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Je capotais. Je me souviens encore du son. Le moteur avait tout un son, surtout à moins 40, là, ça faisait Moi, je me rappelle de beaux tweets, en tout cas, qui étaient. C'était du.
C'était du masochisme, votre affaire. Man, 4 heures du matin sur le quai, là, à moins 40, à attendre ce Christy de train-là que t'es même pas certain s'il va arriver, puis s'il vient... je devrais pas parler de même. Je vais pas parler contre Via, qui est une superbe marque. Puis que t'étais même pas sûr si t'allais te rendre là au bord du pont. Aïe, man. Ça, c'était long. Mais le problème de ça, c'est que c'est pas juste Via aujourd'hui, là, c'est 40 ans d'investissement dans tout ça. Puis là, on se moquait tantôt. Ben, on se moquait, en tout cas, on riait en constatant que le canal de Suez est à sens unique, mais tu sais, les rails entre Québec et Montréal sont à sens unique aussi, là. Le train tombe en panne, puis c'est bloqué des deux bords aussi, là. Ouais, puis quand il fallait se tasser pour laisser passer la marchandise, le pétrole passait avant les humains. Non, c'était vraiment... En Amérique, c'est ça l'idée aussi, là. Tu sais, l'Amérique, c'est pas le train, là. L'Amérique, c'est pas les transports rapides d'une place à l'autre en commun, on va dire, là, en utilisant le train. Bon, on n'a pas la densité de population, il y a des explications qui font qu'on est où ce qu'on est, mais ce serait peut-être le temps d'en sortir, justement, là, de ça. Là. Puis de se rendre compte que, ben oui, bon, il n'y a pas beaucoup de monde, puis peut-être que ton train, ça va être un train court, puis il sera peut-être pas tout le temps plein, mais bon Dieu, si tu veux qu'il soit plein des fois, il faut toujours bien que tu l'offres, le service. Un axe de développement économique pour tous nos territoires au Québec, ce serait d'avoir la possibilité de pouvoir aller dans chacune des régions avec un train électrique. Ça serait encore probablement un meilleur, ça serait plus porteur au point de vue économique que même Internet. Bon, écoute, il y avait-tu... Hey, côté... Je suis comme... L'énergie a fait... Ouais, vas-y, Ben, t'avais des budget, des là, moi, j'ai juste un commentaire, c'est que là, on est 17 milliards, là, tout le monde a passé ça, là, 17 milliards de déficit. Je veux dire, moi, ça me dérange pas, je pense que l'argent, c'est complètement une construction, là, qu'on peut gérer ça comme on veut. Mais là, 17 milliards, là, tout le monde, ça a été correct. 100, je sais pas combien, là, la dernière fois, c'était 150 milliards au fédéral, là. 150 milliards de déficit. Tu sais, aux États-Unis, là, c'est rendu qu'ils font des stimulus à 2 trillions. C'est 2000 milliards, là. C'est du méga milliards. Tabarnak, là. Puis là, tout ça, c'est beau, là. Il n'y a aucun problème. Tout va bien. Mais c'est pour ça que c'est difficile de juger les budgets actuellement, parce que la réalité, c'est que c'est juste par comparaison de ta situation au sortir de la crise que tu vas gagner ou pas. T'es-tu endetté plus ou moins que les autres? Mais je veux dire, dans l'absolu, si tout le monde s'endette de la même façon, à la fin, tout le monde est au même niveau, là. C'est l'indice de bonheur qui est important. Les libéraux nous l'ont dit. Ben, j'aurais tendance à être d'accord avec ça. C'était M. Béchard. C'était bien avant le... C'était-tu Béchard? Je fais appel à votre mémoire. Oui, M. Béchard, hein? L'indice de bonheur. Soudainement, c'était rendu l'indice de bonheur. C'est Raymond Bachand. Bachand. Béchard, c'est celui qui a eu un accident... Qui est tombé malade dans le Bas-Saint-Laurent. Par contre, sous Couillard, c'était pas tout à fait l'indice de bonheur qu'on mesurait. Donc, comme quoi, hein, les époques passent et ne se ressemblent pas toujours. Donc, c'était une façon de nous amener vers le dernier bloc, qui en est pas vraiment un. Donc, c'est le bloc où, en temps normal... c'est le bloc où Benoît nous chante l'outro. Tu t'en souviens-tu, Benoît, de l'outro? Je dois m'en rappeler. Là, tu me dis si tu l'entends. Ouais. Vas-y. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était notre épisode pour cette semaine. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts. On est aussi sur SoundCloud, sur Spotify. Suivez-nous sur notre page Facebook, sur Twitter. On est sur YouTube et sur Instagram. Si vous pensez qu'on n'a pas assez de plateformes, ben vous pouvez en ajouter parce que c'est Benoît qui chante. Donc, on a un site web engagepublic.com. Engagé avec un S public. J'entends plus la musique? Non, là, c'est correct, je l'ai mis sur repeat. Donc, on a aussi un site web qui engagé avec un S, public avec un S.com. Vous pouvez visiter notre boutique pour vous acheter toutes sortes de cossins. Ils vont sûrement arriver par le canal de Suez. Vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre. On a un groupe Facebook, mais là, je voyais qu'il était peut-être difficile à trouver des fois. Faudrait que j'en parle avec... Es-tu modéré? En fait, il est modéré vraiment. S'il y a un truc sur lequel on va être absolument intransigeant,
c'est vraiment les commentaires qui se retrouvent sur ce groupe-là. Parce que c'est facile dans un contexte politique de s'emporter des fois et d'être juste un petit peu trop dans son affaire. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à rester justement alerte pour nos prochains épisodes. Vous le savez, on en fait un par semaine. On a des entrevues qui s'en viennent, on a plein d'affaires. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.